C'est quoi ce cirque? Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Il y en a un qui a sa radio allumée. Là. Bien, il est 9 h. Donc Laetitia, merci de bien vouloir continuer à faire rentrer les gens qui sont un peu en retard. Je vais essayer d'y veiller aussi, mais quand je me barre dans le coin, après j'oublie tout. Pas de souci, je le fais rentrer. Super, merci. Bon. Donc aujourd'hui, c'est la section 5 du cours. Minimisation d'un automate déterministe. Ça veut dire, il y a deux choses. Il y a minimisation et il y a aussi construction directe de l'automate minimal. C'est deux parties. Je commence par le plus facile, qui est la minimisation. La minimisation, vous avez un automate donné, et à partir de cet automate, vous le minimisez en fusionnant des états. Vous calculez une partition des états. On calcule une partition des états, et ensuite, tous les états qui sont dans une même partition, on les fusionne, et ça construit l'automate minimal. Là, c'est plus facile. D'accord, ça, c'est plus difficile. La deuxième partie, c'est on construit directement l'automate minimal à partir du langage qu'il reconnaît, qu'on souhaite reconnaître. Hein. On a un théorème de Klein qui dit que pour n'importe quel langage, pour n'importe quelle expression régulière, on peut construire un automate qu'il reconnaît. Ben, non seulement on va construire un automate qu'il reconnaît, mais on va construire le automate minimal parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, on va d'abord prendre un exemple fil conducteur.
pour faciliter la compréhension. Donc, on va prendre le langage L égale 1 plus B étoile ABA, A plus B étoile. Les mots qui contiennent ABA. Bon, je choisis ce langage un peu au hasard. On peut prendre un peu celui qu'on veut. Mais... Donc, si on veut reconnaître ce langage avec un automate non déterministe, eh bien, on fait cet automate tout simple qui est d'abord, on laisse passer tout ce qu'on veut de A et de B. Un beau jour, on décide de reconnaître le facteur qu'on veut reconnaître, ABA. Et une fois qu'on a fait ça, on se dit, c'est bon, j'ai fini le travail. Je peux à présent laisser passer n'importe quelle lettre à nouveau et je suis dans l'état final. Il est simple, je choisis l'automate simple pour que ce soit bien compréhensible. Alors, on fait la démarche inverse. De celle que la démarche du prof qui veut faire poser un exo en examen, c'est de dire ben, je vais rajouter des étapes, puis après on va les enlever, quoi. Donc, je vais rajouter des états qui ne servent à rien. D'accord. Donc, si je suis dans l'état 1, j'ai lu A, mais je suis non déterminé, je peux décider de lire un autre A. Ou encore un autre A. Ou encore un autre A. D'accord. Et c'est seulement ensuite que je vais me décider à continuer sur ABA. D'accord. Bon, puis celui-là, je le réutilise, tant qu'à faire. 9 et 10. Et là. Donc, j'ai rajouté des états qui ne servent à rien en essayant de faire en sorte que vous le voyez relativement rapidement, que c'est le même langage qui est reconnu. Bon, il est non déterministe pour à plusieurs endroits. Il est non déterministe en état Q0, état QK. Parce que, ouais, non, juste là, juste là, il est non déterministe. En fait. Donc, en fait, quand on a lu A, tout ce qui reste à lire, c'est BA. Donc, tous ces états en fait, ils attendent BA pour pouvoir reconnaître ABA parce qu'ils ont déjà lu A. Tout cela attendent juste A. Et ceux-là, ils n'attendent plus rien, d'accord? Attendre rien. Pardon, s'il te plaît, c'est déjà assez sombre comme ça ici. Donc, il y a un problème? Non, ça va. Alors, vous voyez là que quelqu'un vient de parler, que ça marche bien. Donc, ça ne dérange pas trop s'il y a des micros qui restent ouverts. C'est important de le savoir. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'utilise Zoom. Hein.
J'ai réfléchi que j'ai l'impression que beaucoup d'étudiants pensent que de mettre la webcam ou de mettre le micro, ça va perturber les choses. Non, ça ne les perturbe pas. Vous pouvez très bien faire des remarques pendant le cours, ça ne dérange pas. Donc, tous ces états, ils attendent la même chose. Ils attendent BA pour la première colonne, A pour la deuxième et rien pour la dernière. Rien, c'est-à-dire que on est dans le final, on reste dans le final. Et pour ça, il peut être fusionné dans le noir. Tous les bleus, toutes les colonnes de bleu peuvent être fusionnées dans le noir. Alors, si je donne cet exemple, c'est pour que vous preniez conscience que ce qui est important, c'est cette notion de futur qu'on a déjà vue. D'accord. Dans tous ces états, on attend BA, ça veut dire qu'on a le même futur. D'accord. Le futur, c'est les mots qui vont nous mener de cet état à l'état final. Enfin, c'est BA, A plus B étoile pour cet état-là. Ici, c'est A plus B étoile. Ici, c'est A plus B étoile. D'accord. C'est le futur. Je réécris, c'est quoi le futur? Futur d'un état. Un état égale l'ensemble des mots qui mènent de cet état à un état final. État final. On a déjà vu cette notion de futur. Alors, je précise tout de suite, le futur de Q0, c'est le langage reconnu. Pour que ce soit clair. Futur de l'état Q0, l'état qui est étiqueté 0. C'est le langage reconnu. C'est les mots qui viennent de l'état initial à un état final. Donc, on considère pas seulement le futur de l'état initial, mais tous les futurs de tous les états. Et sur cet exemple, on voit bien que le truc qui est important, c'est que, je suis marqué dans 5.2, l'idée clé. L'idée clé de la minimisation, c'est que les états qui ont même futur peuvent être fusionnés. Alors, on va réfléchir, on va se concentrer 2 secondes sur cette idée clé qui est importante. Si deux états ont même futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soit dans un état ou qu'on soit dans l'autre, ça revient au même, puisque les mots qui mènent du premier vers un final sont aussi les mots qui mènent du deuxième vers un final. Et ce qui est important quand on est dans un état, c'est de savoir comment est-ce qu'on va arriver au final. Monsieur, Oui. on peut avoir plusieurs états finaux. Comment on peut déterminer c'est lequel final Oui. On peut avoir plusieurs états finaux, bien sûr, mais l'important, c'est d'aller vers un de ces états finaux, peu importe lequel. D'accord. C'est une bonne remarque. Enfin, c'est une bonne remarque. C'est une bonne question, je trouve, parce que ça montre que vous êtes dans un bon processus mental. C'est des mots qui mènent de ces états à un des états finaux. J'aurais dû Ok, écrire d'accord, ça. merci. Ouais. J'aurais dû écrire ça, ça aurait été plus clair. Eh ben, imaginez-vous aussi, donc si les mots qui mènent vers un final sont les mêmes pour un état et pour un autre, ben, on peut les fusionner. Qu'on soit dans un état ou qu'on soit dans l'autre, ça revient au même, du point de vue de la reconnaissance, du point de vue qui nous intéresse. C'est pour ça que tous ces états, on peut les fusionner, ils ont le même futur, tout cela aussi, tout cela aussi. D'accord.
Est-ce qu'il y a des questions sur cette idée clé là? Elle est assez simple, mais en même temps assez difficile à bien intégrer. C'est tout. À la limite, on pourrait l'apprendre par cœur, hein, cette phrase, parce que ça résume bien toute la première partie du cours, enfin, mais même toute la suivante. Enfin, c'est vraiment un truc important à bien photographier. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple où ça se voit clairement, quoi. Parce que là, le futur, c'est simple. Le futur, c'est qu'on attend BA, on attend A, on attend rien, d'accord? C'est des futurs qui sont simples, d'accord? Alors, les futurs des états, hein, je vous rappelle les futurs des états, c'est ceux qu'on calcule avec Arden, c'est ceux qu'on calcule avec les équations, d'accord? C'est aussi ceux-là qu'on calcule avec les équations. C'est les mêmes, d'accord? Donc, c'est une notion qui est un peu centrale. Bon, alors, si vous êtes d'accord avec cette idée, après, finalement, pour minimiser un état, tout ce qui reste à faire, c'est de savoir quels sont les états qui ont le même futur. Donc, pour minimiser, on calcule les états qui ont le même futur. Ça veut dire quoi, ça? On calcule les états qui ont le même futur. Dit comme ça paraît super compliqué à calculer. Parce qu'on dit comme ça, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on doit calculer. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on doit calculer une partition. D'accord? On doit calculer une partition des états. Donc ça, c'est important de bien réaliser ça. Une partition des états. Alors, le mot partition, c'est un mot que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. C'est un mot qui va revenir assez souvent dans ce cours. Donc, je prends le temps d'expliquer ce que c'est qu'une partition. Alors, d'abord, quand vous avez un ensemble, d'accord, comme par exemple un ensemble de nombres, de nombres, d'accord, une partition, ça va être un ensemble de sous-ensembles. Par exemple, ces nombres, je peux les partitionner en deux, les pairs et les impairs. J'ai donc une partition en deux ensembles. D'accord? Les pairs et les impairs. Donc, mon premier ensemble, on va dire, c'est je sais pas, c'est E, d'accord? Et puis ça, c'est des impairs. Et ça, c'est des pairs. Alors, c'est une partition en deux sous-ensembles. Ça vérifie que E est égal à paire, alors j'appelle impair E et paire E, d'accord? Paire E, attendez, j'aurais pas dû mettre d'accord là, c'est les paires E union impair E. D'accord? Une partition vérifie que un élément appartient à un seul des sous-ensembles et l'union des sous-ensembles recouvre l'ensemble de départ. Ce sont disjoints 2 à 2, d'accord? Chacun de ces sous-ensembles est disjoint 2 à 2 et l'union recouvre. C'est une partition. C'est une notion assez simple finalement, hein, mais très élégante, parce que juste en disant le mot partition, vous dites pas mal de choses. Vous dites qu'il y a une série de sous-ensembles. Vous dites qu'un élément donné de l'ensemble de départ, il appartient à un seul de ces sous-ensembles. Et vous dites que l'union recouvre l'ensemble de départ.
Donc là, j'ai presque une partition, sauf il y a mon état initial qu'il faut que j'intègre aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on attend dans l'état initial? On attend ABA. Donc, je peux pas le mettre là parce qu'il n'est pas déterministe. Donc, il faudrait que je fasse un truc un peu différent. Il faudrait que je distingue le B. Donc, il faudrait que j'ai un état où, quand il y a B, je boucle. Et... Ouais, enfin, il faut que je fasse tout un bordel. Donc, je n'ai pas réussi à répartir les états ici. Mais, parce qu'il n'est pas déterministe, cet état. Je sens que je m'engouffre dans un... donc, voyons voir, si je mets B ici, après A ici, ouais, il va falloir que je mette plein d'autres flèches, en fait. Donc, c'est peut-être pas un bon exemple. Je ne vais pas m'embarquer dans un truc où je risque de rester longtemps. Donc, je n'arrive pas à illustrer cette notion de partition sur ces états-là. Mais je crois que ça marche quand même. Je pense que ça marche quand même. En fait, même si on terminé, je pense que tout marche quand même. Donc, je peux mettre ici, j'attends ABA. D'accord. Dans cet état-là, j'attends ABA. ABA. Du coup, j'ai bien une partition de mes états. Hein. J'ai 4 sous-ensembles d'états. L'union est égale à tous les états. Et chaque état appartient à un sous-ensemble. Donc, je vais calculer cette partition. Elle n'est pas déterministe, mais je pense que de toute façon, ça marche quand même bizarrement. D'accord. Donc, je répète ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. On veut calculer les états qui ont même futur. Ce qu'on a calculé, c'est une partition des états. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a fini. On a minimisé. Ah bon? Ah bon, on a fini? Oui, parce que il suffira de fusionner les états d'une partition pour obtenir l'automate minimal. Il suffira de fusionner les états d'une partition. Alors, de chaque partition. Donc, on va calculer cette partition. On a Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, et on veut calculer une partition. Ça veut dire quoi quand on calcule une partition? Ben, on va calculer un truc qui ressemble à ça. Q0, c'est une partition. Après, j'ai Q1, Q4, Q5, Q6. Après, j'ai Q2, Q7, Q8. Après, j'ai Q3, Q9, Q10. Q9. Excusez-moi, la caméra Oui. est floue. Est-ce que vous pouvez peut-être soit reculer le bureau ou l'ajuster? Ah oui, c'est devenu fou d'un coup, là. C'était pas comme ça avant. Ouais. Que se passe-t-il? Non, mais elle se règle toute seule, mais il est fatigué. Déjà, moi, je mets la main, ça se règle et il faut que j'enlève la main pour que ça se règle. Ouais, c'est comme un œil qui s'adapte tout le temps. C'est la caméra de mon smartphone.
Donc, vous voyez ça, on représente une partition avec des barres verticales, c'est super pratique. Donc, ça, il faut comprendre ça aussi. Donc, les barres verticales représentent les barres verticales servent donc à représenter une partition. D'accord, de façon simple. Donc, de faire mes ronds rouges comme ça sur mes états d'automate, c'est pareil que de mettre des barres. C'est ça qu'on veut calculer en fait. On veut calculer des barres verticales. OK. Donc, on avance bien là. On a dit qu'on voulait d'abord calculer les états quand même futurs. On a bien insisté sur le fait que ça voulait dire calculer une partition. Et finalement, on a dit que calculer une partition, ça veut dire écrire les états sur une ligne, mais en mettant des barres pour les séparer. Donc, Q0, il a juste un élément dans la partition. Après, il y a Q1, Q4, Q5, Q6, après Q7, etc. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va calculer. On va calculer des barres verticales. Ça, c'est un truc à comprendre. On va calculer des. Finalement, on veut insérer des barres verticales. Alors, on va le faire de façon itérative. Ça, c'est une idée vraiment super comment dire, Sioux, intelligente, je sais pas comment dire, super. Enfin, c'est intelligent. On va pas calculer les futurs, on va calculer au lieu de calculer on va calculer progressivement. Le calcul de on même futur on va le faire progressivement. Progressivement. D'accord? On calcule. On même futur, oui. On même futur. Mais en considérant seulement les mots de longueur K. En considérant juste les mots de longueur K. Les mots de longueur K. J'essaie de mettre ma main en dehors de l'objectif pour pas perturber mon téléphone. De longueur K. Pour K égale 0, K égale 1, K égale 2, et puis à un moment donné, ça va suffire. Donc ça, c'est la relation. Ça, c'est la relation. Une relation que je peux noter tilde 0. Ça, c'est une relation tilde 1, tilde 2, jusqu'à un certain moment donné, K égale N, tilde N. On va trouver que tilde N égale tilde, où tilde, c'est la relation au même futur. D'accord? Tilde, c'est la relation au même futur. Tilde 0, c'est au même futur avec les nombres de longueur K, etc. On va se rendre compte au bout d'un moment que tilde n égale tilde, c'est parce qu'on va trouver que tilde n plus 1 lorsque tilde n plus 1 égale tilde. Monsieur, on voit pas le bas de votre page. S'il vous plaît. Ouais, excusez-moi. Ouais. Je Merci. vérifie ça régulièrement, mais il y a des fois que j'oublie, quoi. Voilà. Alors, pourquoi je donne ça tilde? Eh bien, je note ça tilde parce que c'est une relation d'équivalence. Aussi bien en même futur que en même futur avec les mots de longueur K égale 0, K égale 1, K égale 2. Ça, c'est des relations. Alors, oui. Tout ça, c'est des relations d'équivalence. Relations d'équivalence. Et on a l'habitude de noter ça avec un tilde, les relations d'équivalence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si QI a même futur que QJ, et QJ a même futur que QK, ça implique que QI a même futur que QK, etc. Si QI est en relation avec QJ, ça implique a même futur que QJ, ça veut dire que QJ a même futur que QI, etc. Et QI a même futur que lui-même. D'accord? Ça, c'est donc ça, c'est la réflexivité. Ça s'appelle la réflexivité. D'accord? La symétrie. Et la transitivité. Transitivité. D'accord, c'est les trois propriétés d'une relation d'équivalence. Et donc, en même futur, c'est une relation d'équivalence. En même futur, avec les mots de longueur K, c'est aussi une relation d'équivalence. Alors, j'ai deux choses à dire en même temps, là. Il va falloir que je précise c'est quoi une relation d'équivalence. Enfin, oui, je peux dire, dès l'instant où vous avez une relation d'équivalence, vous avez une partition, d'accord? Alors, je l'écris, c'est le truc de base d'une relation d'équivalence. Relation d'équivalence. Implique partition, et dans l'autre sens, ça marche aussi, d'accord? Donc, c'est seulement aussi. D'accord? Ces deux notions qui sont pratiquement les mêmes. D'accord? Et la classe d'un élément, la classe d'un état, par exemple, c'est quoi? C'est comment qu'on passe de l'un à l'autre? Eh ben, on passe d'une relation d'équivalence sur une partition en considérant les classes. La classe d'un état, QI, c'est égal aux états QJ en relation avec QI, d'accord? C'est-à-dire qui ont même futur. Ça, c'est la classe d'un état. Monsieur, Oui? excusez-moi, vous pouvez monter votre feuille, s'il vous plaît? Oui. Ah, merci. Donc, la classe de Q6, c'est Q1, Q4, Q5, Q6. C'est aussi la classe de Q4, c'est aussi la classe de Q1, c'est aussi la classe de Q5. C'est les états qui sont en relation avec Q6. C'est aussi les états qui sont en relation avec Q5. C'est tout le... Donc, vous voyez sur cet exemple qu'effectivement, la relation même futur, bon, c'est une relation d'équivalence, et elle partitionne les états. Les classes d'états partitionnent les états. D'accord? Alors, un autre exemple plus simple, c'est sur les entiers. Quelle est la relation qui permet de partitionner ces entiers? Eh bien, c'est au même reste modulo 2, d'accord? La relation qu'on a utilisée entre les entiers. Relation utilisée, c'est X est en relation avec Y, si seulement si X est congruent à Y modulo 2. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont même parité. Le reste dans la division par 2 de X est égal au reste de la division par 2 de Y. Si c'est pair, ça va 0. Si c'est impair, c'est 1. Donc, 2 est en relation avec 8 qui est en relation avec 6. 1 est en relation avec 5 qui est en relation avec 3. D'un côté, ils sont impairs, de l'autre côté, ils sont pairs. Vous voyez bien qu'une fois de plus, je peux partitionner mon ensemble.
Et Monsieur, vous pouvez expliquer c'est quoi congru, s'il vous plaît? ouais, même parité, on va dire. Congru, ça veut dire que quand vous divisez par 2, il y a le même reste. Ok, d'accord. Ok, merci. Merci à vous. Donc, c'est une relation d'équivalence. Et les classes d'équivalence, il y en a deux, c'est les paires et les impairs. Donc, je vais beaucoup parler de classes d'équivalence dans ce cours. C'est une notion centrale pour comprendre ce cours. Ce sont des maths qu'on utilise en informatique parce que ça manipule des objets finis, des objets discrets et finis. Quand on fait des démonstrations, on a souvent ce genre de... on utilise ce genre d'outils en informatique. Donc, ok, je suis un fil assez précis pour ne pas vous perdre, parce que mon but, c'est de ne pas vous perdre. Et on peut se perdre facilement dans ce cours. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, comme l'a fait le monsieur à l'instant. Donc, alors, je reprends un peu. Je vais revenir en classe d'équivalence, non, pas très longtemps. Mais dans les médias, je voudrais terminer ce que j'ai commencé tout de même, parce que je ne peux pas commencer trop de trucs en même temps. Donc, j'ai dit qu'il faut calculer les classes d'équivalence des états pour la relation avoir même futur. D'accord. Je note tilde. J'ai dit que pour ça, on va considérer un problème plus simple, c'est la même relation, mais en se restreignant au mot de longueur K. C'est-à-dire, on ne considère pas que les états sont en relation s'ils ont le même futur. On considère qu'ils sont en relation s'ils ont le même futur en considérant seulement les mots de longueur 0. Il y en a combien? Les mots de longueur 0, il y en a combien? Alors, si je fais une colonne ici, les mots, il y en a combien de mots de longueur 0? Ben, il n'y en a qu'un, c'est epsilon. Des mots de longueur 1, il y en a combien? Ben, il y en a deux, c'est A et B. Les mots de longueur 2, il y en a combien? Il y en a 4, c'est AA, AB, BA, BB. D'accord? On considère seulement ces mots-là. D'accord? Mais l'idée, c'est qu'on va calculer tilde 0. Alors, tilde 0, il est facile. Alors, tilde 0, il est tellement facile qu'on va le faire de suite. Ça veut dire, je prends une troisième feuille. Je réécris ce que ça veut dire que tilde 0. Donc, QI est en relation tilde 0 avec QJ, si et seulement si. Mais il y a juste un mot à considérer. Ça veut dire que delta epsilon appartient à futur de QI, si et seulement si. Epsilon appartient à futur de QJ. Voilà, j'ai réécrit le truc en considérant l'unique mot qu'il fallait considérer. Ah oui, mais de dire qu'epsilon est futur de QI, ça veut dire que QI est final. La QJ est finale. Donc, finalement, en réécrivant ça plus simplement, on peut dire que QI est en relation tilde 0 avec QJ seulement si QI, QJ sont finaux ou QI, QJ ne sont pas finaux. D'accord? Ben, finalement, le fait d'être en relation pour des mots de longueur nulle, ça signifie soit être final, soit pas être final. Donc, finalement, la partition associée associée à tilde 0, c'est juste d'un côté les finaux et de l'autre côté les non finaux. C'est ça la partition. D'accord?
Alors, sur notre exemple, c'est quoi? Sur notre exemple, ça va donner quoi? Ça va donner cette partition-là. C'est toujours bien de faire les trucs sur l'exemple parce que quand j'écris ça, vous êtes un peu. Ah, vas-y, ajuste-toi, téléphone. Là. Non, il est ajusté là, mais pas très visible. Hein, je sais pas pourquoi. Que t'arrive-t-il, téléphone? Des fois, il a du mal à s'ajuster, c'est marrant. Ouais. Il a besoin qu'on le titille un peu. Donc, sur cet exemple, la partition titre 0, c'est juste d'un côté les finaux, de l'autre côté les non-finaux. Les non-finaux, c'est Q0, Q1, Q4, Q0, Q1, Q4, Q5, Q6, Q2, Q7, Q8, Q2, Q7, Q8. Et les finaux, c'est Q3, Q9, Q10. Ça, c'est donc la partition associée à tilde 0. OK. D'un côté, les finaux, de l'autre, les non-finaux. Alors maintenant, je vais revenir à ça dans 5 secondes. On va la faire évoluer. D'accord, ça c'est tilde 0. L'idée, c'est qu'on va calculer ensuite tilde 1 à partir de tilde 0. Ensuite tilde 2, etc. Jusqu'à ce qu'on obtient un tilde n qui vérifie tilde n plus 1 égale tilde n. C'est que là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de considérer plus de mots. On a calculé le truc. Il sera égal à tilde. D'accord, ça c'est facile à montrer. Alors, c'est certain qu'on va converger un jour vers un truc qui ne bouge plus parce qu'à chaque fois vous allez voir qu'à chaque fois qu'on considère des mots avec plus de lettres, on va rajouter des barres. Et des barres, on ne peut pas rajouter à l'infini puisqu'il y a un nombre de places fini, d'accord? D'accord. Donc, on fera bien qu'on s'arrête un jour. Alors, comment est-ce qu'on calcule? Alors là, écoutez, c'est le plus difficile à comprendre, mais c'est pas non plus très difficile. Comment est-ce qu'on calcule tilde 1 à partir de tilde 0, tilde 2 à partir de tilde 1, etc. Quelle est la méthode pour obtenir à chaque fois une relation d'équivalence plus fine, en fait? Je l'écris. À chaque fois, ça devient plus fin. Je l'écris pour, comment dire, commencer à introduire cette notion de plus fin, qui est une notion aussi très importante. J'expliquerai plus tard ce que ça veut dire plus fin, mais déjà, j'attire votre attention sur cette notion de plus fin pour exciter votre curiosité. Donc, on a considéré le mot epsilon pour la partition initiale, tilde 0. Maintenant, pour tilde 1, on va voir comment est-ce qu'à partir de tilde 0, on partira à tilde 1. Pour ça, je vais utiliser une autre feuille. Alors, on va essayer de démontrer ce qu'on fait. D'accord? Histoire de, d'accord? Bon, QI est en relation. Alors, je fais dans le cas général. Je fais directement dans le cas général. On va montrer comment on passe de. Comment passer. En fait, j'ai l'impression que c'est pas la distance qui règle, c'est la lumière. Comment passer de tilde K à tilde K plus 1. Une sorte de récurrence, d'accord? Au début, on connaît tilde 0, après on va calculer tilde 1, après on va calculer tilde 2, etc. Et comment est-ce qu'on progresse? Comment est-ce qu'on augmente K? Eh bien, essayons donc de le voir sur papier, d'accord? Donc, on suppose tilde K connu, d'accord? Et on veut définir
tilde k plus 1 à partir de tilde k. Pour les calculer de proche en proche. Donc, on va écrire ce que ça veut dire que QI est en relation QK plus 1, est en relation tilde K plus 1 avec QJ. D'accord, ça, c'est les mots de longueur K plus 1. Et on va essayer de se ramener au mot de longueur K. Donc, pour tout mot, pour tout mot M, tel que longueur K égale M, égale K plus 1, d'accord, ça veut dire que le futur de QI est égal au futur de QJ, avec ces mots-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les futurs sont égaux. Ça veut dire que la fonction de transition de l'automate QI par M appartient à un final si seulement si, en partant de QJ, c'est pareil. OK. Mais le mot longueur MK plus 1, il s'écrit comment? Il s'écrit il faut que je réfléchisse 2 secondes là. C'est ça. Je vais décomposer le mot, un mot longueur K plus 1, je vais l'écrire comme un mot, comme une lettre. D'accord? Donc, mon mot de longueur K plus 1, je vais l'écrire comme d'abord une lettre, A ou B, d'accord? A ou B, suivi d'un mot de longueur K. Donc, mon mot M, c'est égal à un mot M' avec A ou B. D'accord? Alors, comment je peux écrire ça? M égale... merde. M égale une lettre M'. D'accord? Ça, c'est une lettre. Ça appartient à l'alphabet. Et ça, c'est un mot de longueur K. Comme ça, je vais pouvoir faire jouer tilde K. Vous comprenez? Donc, alors ça, c'est le fait que mon ensemble de mots, c'est un monoïde libre. Je l'ai dit dans le premier cours. Hein. Tout mot peut s'écrire de façon unique, comme une lettre suivie d'un mot de longueur plus petite. D'accord? Donc, c'est seulement si, quel que soit M', je l'appelle, tel que M' et cette fois-ci de longueur K, et pour toute lettre, E appartient à sigma, delta de QI E M' appartient à F, si seulement si, delta de QJ E M' appartient. Vous voyez, j'ai juste écrit mon mot M comme une lettre suivie d'un mot M'. Je vais pouvoir appliquer. Alors, delta de QI E M', c'est égal à quoi? C'est égal à delta. On commence par calculer l'image avec la lettre E. Et puis après, on calcule l'image avec le mot M'. D'accord? Et le reste, je l'aurais écrit tel que. Et pareil pour l'autre. Je commence par calculer l'image par E. Et après, je calcule l'image par M'. Il n'y a pas de barre ici. M'. Appartient à F. Parce que, en fait, d'accord, quand je lis dans la dérivation QI M, d'accord, j'attends état Q, je peux l'écrire QI E, c'est un état Q', et puis ensuite M', c'est un état Q. Je décompose la première lettre, les autres lettres.
C'est un peu laborieux tout ça, mais bon, j'ai des idées relativement bien en place. Donc, ça, même si vous n'avez pas une compréhension globale de tout ce que je vais raconter, je pense que vous pouvez suivre quand même. D'accord? Si ce n'est pas le cas, vous m'arrêtez. Mon but, c'est de me ramener de delta K, de delta K plus 1 à delta K. Je fais apparaître un mot longueur K. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit E, maintenant, je vais isoler le E et je laisse le M'. Je fais passer, ça peut permuter, d'accord? Je peux échanger la place de tout ça. Donc, je vais considérer toutes les lettres de mon alphabet. Et pour toutes les lettres de l'alphabet, d'accord, je vais considérer delta de QE. Et je vois que delta de QE, quand je prends l'image par M' avec delta, ça doit appartenir à F. Si seulement si, pareil pour QJ. Ça veut dire quoi en fait? Eh bien, je peux écrire ça différemment. Je peux écrire delta de QI E est en relation QK avec delta de QJ E. Bingo, j'ai gagné. J'ai fait apparaître delta K. Parce que M', c'est des mots longueur K. D'accord? Donc, dire que pour tout M', ça appartient à F, si seulement ça appartient à F, ça veut dire que delta de QE est en relation QK avec delta de QJ E. D'accord? J'ai réussi à. Monsieur, vous pouvez répéter ce que vous avez raconté là, parce que je n'ai pas trop compris. Ouais, je commençais à perdre patience. Alors, j'aurais dû faire une étape en plus. Mais je pense que l'étape en plus que j'ai zappé, si vous voulez, c'est. Bon, là, j'aurais dû réécrire appartient à F, si seulement si appartient à F. D'accord? Et c'est pas de passer de là à là, c'est juste un rephrasage. Parce que ça veut dire que quel que soit A appartient à sigma, à la ligne, enfin, quel que soit M', je sépare quel que soit A appartient à sigma, si vous voulez. Je le fixe, je permute les deux là. D'accord? Quel que soit M', mais cette fois-ci de longueur K. D'accord? J'ai delta de Q'I, M' appartient à F, si seulement si delta de Q'J, M' appartient à F. Et c'est quoi Q'I, c'est quoi Q'J? Ben, je pose Q'I égale delta de QIE et Q'J égale delta de QJE. J'ai choisi une lettre ici. Je m'en sers pour définir deux nouveaux états, Q'I et Q'J, qui sont l'image de QI par E, l'état suivant de QI par E, l'état suivant de QJ par E. D'accord? Et après, je peux écrire ça. D'accord? Je peux remplacer ce delta de QIE, delta de QJE par Q'I, Q'J. D'accord? Du coup, vous voyez bien qu'en fait, ça veut dire que Q'I et Q'J donc, sont en relation til K. D'accord? Vous voyez ce que je considère les mots de longueur K cette fois-ci. D'accord? Bon, alors, je prends le temps. Est-ce que vous voulez que. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste des notations mathématiques auxquelles vous n'êtes pas très habitué, mais il y a. Comment dire, j'ai écrit ce qu'il fallait écrire. D'accord? Simplement, pour que vous compreniez bien, peut-être, plutôt que de prendre des questions, je vais montrer ce que ça donne sur un exemple. J'ai écrit le truc qu'il fallait écrire, c'est que j'ai écrit là, c'est qu'il va falloir considérer toutes les lettres, donc AB, parce que nous, on a l'alphabet AB, donc on va considérer la lettre une par une, d'accord? AB. Pour chacune de ces lettres, il va falloir calculer les images par A, ensuite les images par B. Et pour chacune des images par A et ensuite par B, il va falloir regarder si, pour savoir si deux états sont en relation QK plus 1, il va falloir regarder si les images par A sont en relation QK. D'accord? Donc, je le fais sur l'exemple. Alors, je vais essayer de garder ça visible pour que vous voyez bien que c'est ce que j'applique. D'accord?
Voilà, je reprends ma partition initiale, Q0, là, d'accord. Voyons voir, je vais faire comme ça. Et je vais essayer de calculer delta à partir de 0. Je vais essayer de raffiner. Raffiner, ça fait une référence à cette notion de plus fin. Et je vais vous l'expliquer, mais pas encore maintenant, parce que je fais le truc dans un ordre bien précis. Raffiner, ça veut dire qu'on va, je peux vous dire, plus fin, raffiner. Je dis déjà un truc sur raffiner. En fait. Raffiner, ça veut dire que on va subdiviser les classes. D'accord. C'est-à-dire qu'on va rajouter des barres, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a. Oh, merde. On a. On a des classes, d'accord. Et pour obtenir des nouvelles classes, on les subdivise encore. Ça fait des classes plus petites. D'accord. C'est comme ça qu'on procède à chaque fois. Mais j'ai expliqué pourquoi, mais pas tout de suite. Hein. Enfin, je vais expliquer pourquoi. Je vais revenir sur cette notion de raffinage qui est une notion centrale. Donc, je raffine. Donc, ici, ici, on me dit que deux états sont en relation QK plus 1 si les images par A et par B sont en relation QK. Donc, pour savoir, par exemple, Q3, Q9, Q10, les images par A et par B, de toute façon, ça reste les mêmes. L'image par, puisque c'est des états. Puisque ce sont des états finaux, hein, quand je prends les images par A, par B, par A ou par B de Q3, Q9, Q10, je reste dans Q3, Q9, Q10. Donc, ils sont bien en relation QK. D'accord. Donc, ici, je ne rajoute pas de barre. Par contre, pour Q2, Q7, Q8, qu'est-ce qui se passe par A? Par A, j'arrive sur un final. D'accord. Je vais l'écrire sur une autre feuille. D'accord. Quand je considère Q2, Q7, Q8, d'accord. Par A, j'arrive sur les finaux. D'accord. J'arrive dans les finaux. Tandis que pour les autres, Q0, Q1, Q4, Q4, Q5, Q6 par A, j'arrive sur un non final. D'accord. Ici, je vais dans les finaux, tandis que là, je vais dans les non-finaux. Soit je vais dans 2, 7, 8 si je pars d'ici, soit je vais dans 1, 4, 5, 6 si je pars d'ici. D'accord. Excusez-moi, Oui. j'ai une question. Pour Q6 que vous avez marqué tout en bas à gauche, vous avez marqué que Q6 qui avec A va à un endroit non final, mais Q6 avec A il va nulle part. Oui, oui, il est un peu merdique ce automate. Alors, je le révise pour l'an prochain. Ah, Il ok. est non déterministe. Oui, oui, bah, il bloque, ouais. Il bloque. Et alors? Non, ok, c'est juste pour savoir si c'était possible ou si c'était une erreur. D'accord. Non, Merci beaucoup. c'est les deux, c'est les deux. C'est à la fois possible et j'ai fait une erreur. Je ne sais pas quelle erreur j'ai fait exactement. Et ça aurait été mieux que je prenne un automate déterministe pour commencer. Mais ça marche aussi. Et je n'ai pas le temps de tout refaire. Il n'est pas déterministe automate et c'est un peu. Je suis en train de minimiser un automate non déterministe et je ne sais même pas si c'est possible ou pas en fait. Hein. Mais ça marche. De toute façon, j'ai déjà fait chaque année. Si c'était la première année, je me rends compte que. Enfin, je perds la mémoire. Il est possible que l'algorithme de détermination marche par un automate non déterministe. En fait. J'ai l'impression que c'est le cas. J'obtiens un automate non déterministe. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Quoi. Ça, au niveau du raisonnement, ça marche. Donc, ici, pour ces états-là, on arrive sur un non final, tandis que là, on arrive sur un final. Donc, ils ne sont pas en relation QK.
D'accord? Si on prend un quelconque de ces états et un quelconque de ces états, par exemple Q4 et Q2, d'accord, je vais écrire pour Q4 et Q2. Q4 n'est pas en relation QK plus 1, K plus 1 avec Q2. Pourquoi? Parce que delta de Q4 A n'est pas en relation QK avec delta de Q2A. Pourquoi? Parce que celui-là, il est final. Tandis que celui-là, il n'est pas final. D'accord? Et QK, alors j'aurais dû remplacer ici par 1, puisque je m'intéresse à delta 1, d'accord? Delta 0, c'est d'être soit final, soit non final. J'ai réécrit tout pour le cas 0, pour que vous compreniez, d'accord? Donc, alors là, typiquement, il y a un truc que vous ne comprendrez que lorsque vous le ferez. Vous me voyez faire, vous dites, oh là, mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est un peu compliqué. Bon, bah, lorsque vous allez le faire sur l'exemple en TD, vous allez comprendre. C'est vraiment que lorsqu'on fait soi-même qu'on comprend. Parce qu'il faut. C'est dur à lire ce truc-là, d'accord. Mais il faut considérer les images par A et par B de chacun des états. Regardez si c'est en relation au truc d'avant. Le truc d'avant, c'est le final, non final. On constate que pour tous ces états, on arrive sur un non final, tandis que pour cet état, pour tous ces états, on arrive sur un non final, tandis que pour cela, on arrive dans le final par A. Donc, ils se séparent. J'écris d'un côté tout cela, d'accord, et de l'autre tout cela avec une barre. Donc, j'écris Q2, Q7, Q8, bah, je rajoute une barre. D'accord, c'est ça que j'ai calculé donc pour delta 1. Alors par B, il ne se passe rien par B. D'accord, parce que par B, de toute façon, ceux-là, ils vont sur un non final, et ceux-là, ils vont nulle part. Ouais. Bon, dans cette barre-là, je la mets en rouge, c'est que je rajoute. Donc, et quand je vais considérer, quand je vais vouloir calculer tilde 2 à partir de tilde 1, eh ben, il va ressortir que je vais devoir séparer cette colonne Q1, Q2, Q5, Q6 de celle-là. Parce que par B, je vais arriver dans une autre classe l'instant d'avant. D'accord. Tandis que pour le ici, par B, je vais arriver là. Tandis que pour celui-là, je vais rester là. D'accord. Donc, je vais rajouter cette barre. Ouais. Par A, je peux rester là, tout simplement, ici. Je pense que c'est pas mal de faire ça. À la limite. Oui, bon. Je vais réfléchir à comment reformuler ça mieux. Ok, donc on arrive à cette partition-là, et ça veut dire qu'on peut fusionner sous état et se ramener au truc noir du début. Q0B, Q0A, Q1, A, Q.
Ouais, en fait, je pense qu'il faudrait, il faudrait que je fasse tout le même boulot que la version déterministe. Ça fait chier. Je vais pas me lancer là-dedans. Bon, donc on rajoute la troisième barre. Et comme ça, on a calculé l'automate. On a minimisé l'automate. Je pense qu'il faut que je considère l'automate déterministe, c'est-à-dire que au départ, il faut que je boucle sur B, après que j'enclenche sur A ici, B ici, A ici, ensuite je fais AB. Et si jamais je relie un B ici, il faut que je revienne là. Voilà. Et comme ça, j'ai le même automate, mais déterministe. D'accord. Voilà, j'ai le même schéma, mais et là, donc, je boucle sur A. C'est celui-là qu'il faut considérer. Et là, bah, je reviens aussi ici, quoi, avec B. Voilà, comme ça marche. C'est celui-là que j'aurais dû considérer au début. Et donc, si vous considérez celui-là, les barres se rajoutent au fur et à mesure, comme il faut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, il me manquait la transition par B pour revenir arrière pour déterminer cette affaire. Bon, il me reste 23 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai raconté? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un truc? Ou vous voulez que je réexplique comment on passe de tilde 1 à tilde 2? Je peux le réexpliquer sur ce automate. J'ai expliqué cette étape en détail. Tilde 0, tilde 1. Si vous voulez, je peux réexpliquer tilde 1, tilde 2. Et après, quand on Oui, s'il vous plaît, calcule est-ce que vous tilde pouvez 3, expliquer? ouais, je réexplique. Et après, quand on calcule tilde 3, on se rend compte que tilde 3 est égal à tilde 2. Je réexplique encore une fois, sachant qu'il faudra encore que je réexplique. Donc, je reprends ma relation pour savoir, pour calculer tilde 2, il faut que je considère tilde 2, ça veut dire que K égale 1 et K plus 1 égale 2. D'accord? Donc, deux états sont en relation pour les mots de longueur 3. Pourquoi ça me... Zoom meeting. Vous voyez toujours la feuille là? D'un coup, c'est passé un truc bizarre. Donc, deux états sont en relation. Il faut calculer les images des états par A et par B. Regardez, c'est en relation à tilde 1. Donc, je considère chacune de ces partitions. Celle-là ne se subdivise pas parce que les images par A et par B, ils restent dans la même case, d'accord? 3 par A et B, ça reste dans 3. 9 par A et B, ça reste dans 9. 10 par A et B, ça reste dans 9. Donc, ça reste dans la même partition. Q3, Q9 contre Q10 étaient déjà en relation pour tilde... merde. Pour tilde 1. Donc, ça reste en relation. Q2, Q7, Q8. Par A, ils vont dans les finaux qui sont en relation. Par A, les images par A, ils sont en relation tilde 1, puisque c'est des finaux. Et par B, elles viennent dans Q0, ils sont dans la même classe. D'accord? Donc, ils sont en relation tilde 1. Il faut bien comprendre, c'est qu'on calcule tilde 2 à partir de tilde 1. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut que je regarde. Là où il va passer un truc, c'est cette barre-là qui va se rajouter. Pourquoi? Parce que quand je regarde Q0,
par A, ça va dans 1, 4, 5, 6. Par A, ça va dans 1. Tandis que quand je regarde Q, non, c'est par B qu'il faut regarder. Quand je regarde, attends, c'est pas grave, mais, quand je regarde Q0 par A, delta de Q0 A est égal à Q1, tandis que delta de Q1 A c'est égal à Q4. Alors, ils sont bien en relation. Q1 et Q4 sont bien en relation, donc ça marche. Dans ce que je regarde par B, delta de Q0 B est égal à Q0. Tandis que delta de Q1B est égal à Q2. Et maintenant, écoutez bien, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Q0 et Q2 étaient en relation pour tilde 1? Non. C'est ça qu'il faut se poser la question. Hein. K égale 1. Il faut se poser la question si Q0 et Q2 sont en relation avec tilde 1. Q0, il est là. Q2, il est là. Ils ne sont pas dans la même classe. Là, c'est vraiment le truc important à comprendre. Alors, je le dis, je le répète, je sais que vous n'allez pas comprendre. Parce que j'ai l'expérience dans ce ministère, d'accord? Vous voyez ce que je dis, vous avez une compréhension parcellaire, c'est-à-dire que vous suivez ce que je dis mot à mot. C'est que quand vous allez faire, vous allez comprendre, en fait. On se pose la question, on calcule tilde 2 à partir de tilde 1. On calcule les images comme c'est écrit ici par A et par B, E égale A égale B. On regarde ici en relation tilde 1. L'image par B, c'est Q0 pour Q0 et c'est Q2 pour Q1. Et Q0 et Q2 ne sont pas en relation avec tilde 1. Donc Q0 n'est pas en relation avec Q1. Et ça va être pareil pour Q4, Q5, Q6. Par contre, Q1, Q4, Q5, Q6 sont en relation. Donc Q0, il se sépare de ses copains. Et ça implique quoi, ça, que Q0 n'est pas en relation avec Q2? Ça implique qu'on va le séparer. Il y aura Q0 d'un côté et Q1 de l'autre, parce que Q2, c'est l'image par Q1 de B. Ok, d'accord. On va regarder Q0 et Q1. Donc, et c'est pareil, si on regarde dans le détail, on va voir que Q1, Q4, Q5, Q0, Q6, excusez-moi, ben, par A, il reste dans Q1, Q4, Q5, Q6. Donc, ils sont en relation. Et puis par B, ils vont dans Q2, Q7, Q8. Ils sont aussi en relation. Donc, ils seront en relation, tous ces gus-là. Il n'y a que celui-là qui fait bande à part, d'accord? Je fais une petite pause, là. Donc, ça implique que Q0 n'est pas en relation Q2 avec Q1. D'accord? Q0 fait bande à part. Voilà, on calcule les partitions de proche en proche en partant d'une finale non finale et en rajoutant des barres en raffinant. D'accord, j'en ferai un exemple en cours, mais là j'ai envie de finir le cours, on m'explique un quart d'heure, je suis un peu speedé, je vais quand même continuer. Le cours que vous avez, hein, il explique ça aussi, c'est bien. Donc, je vais terminer ce cours parce que bah, ça fait un tout, je n'ai pas envie de reprendre tout la semaine prochaine. Bon, je continue, je sais que vous n'avez pas tous compris, mais c'est normal, c'est un truc qu'on comprend progressivement. Je pense que vous avez quand même une compréhension mot à mot de ce que je raconte. C'est juste que c'est les notations mathématiques avec lesquelles vous avez un peu du mal, quoi. Peut-être parce que j'ai un peu speedé, un peu plus rapide. Ça m'est difficile de garder toujours un rythme assez calme. J'ai un tempérament un peu nerveux. Ok, alors maintenant, on arrive sur la partie difficile. Jusqu'à maintenant, c'était facile, d'accord? Construction directe de l'automate minimal. C'est une chose de prendre l'automate et de le minimiser. D'accord? Maintenant, on arrive sur le 5.4. Existence et unicité d'automate minimale.
existence, unicité automate minimum. Donc, c'est un des plus gros résultats des automates d'état fini. Et c'est un résultat assez exceptionnel parce que ça dit plusieurs trucs. C'est-à-dire, ça dit que pour un langage rationnel donné, d'accord? Si vous avez une expression rationnelle, moi c'est le théorème 5. Le théorème 5, je ne vais pas l'écrire, il est trop gros, d'accord? Théorème 5. Je vais juste écrire le sens que ça a, le théorème 5. D'accord? Exprat, expression rationnelle. Ça, c'était clean, ça. Il existe un automate. Ça, c'était clean. D'accord? Maintenant, qui reconnaît le même langage. Maintenant, en plus, on va montrer qu'il existe un automate minimal unique. Bah, c'est un résultat qui est assez fort parce que bien souvent, il y a plusieurs représentations possibles pour un truc. Là, il n'y en a qu'une seule. Et en plus, elle est minimale. Donc, ça donne une espèce d'automate canonique, de truc canonique. D'accord? On appelle ça des résultats canoniques. Ça fait classe quoi, quand on fait des maths. Il y a un automate canonique qui reconnaît une expression rationnelle donnée. On peut le calculer. Alors, je pense être capable de vous faire la démonstration, la construction. On va la refaire en TD, on va digérer ça en TD aussi. Et ça fait intervenir le fait d'être plus fin, dont j'ai déjà parlé, d'accord? Donc, je vais commencer par expliquer ce que c'est que d'être plus fin. Donc, je considère deux relations d'équivalence. 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 Tilde 1 et tilde 2. D'accord? Je vous donne la définition d'abord, d'accord? Tilde 1 plus fin que tilde 2, c'est vrai si x en relation tilde 1 avec y implique x en relation tilde 2 avec y. C'est-à-dire qu'il y a une implication de l'un vers l'autre, d'accord? On va donner un exemple. La relation de congruence modulo 4 est plus fine que modulo 2, d'accord? La relation de congruence modulo 4, comment je peux ça? Congruence modulo 4 est plus fin que congruence modulo 2. Est égal. Alors si on regarde congruence modulo 2 avec mon exemple de tout à l'heure, d'accord, j'ai deux classes. Maintenant, si on regarde la. Oui, excusez-moi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Si x est égal à y modulo 4, ça veut dire que le reste dans la division par 4 sont égaux. Ils peuvent être égaux à 0, 1, 2, 3. Si c'est égal à 0 ou 2, ben, ça veut dire que les restes sont égaux modulo 2. Bien évidemment. Donc, ça veut dire que x est congruent à y modulo 2. D'accord? Par exemple, 2 et 6 sont congruents modulo 4 parce que le reste de 6, c'est 2. D'accord? D'accord, donc 2 est congruent à 6. Merde. 2 est congruent à 6 modulo 4. Ben oui, 2 et 6 sont pairs. D'accord? Si les restes dans la division par 4 sont égaux, les restes dans la division par 2 sont égaux. Donc, il y a une relation plus fine. Et qu'est-ce que ça implique? Peut-être plus fin, ça implique une propriété de sous-partitionnement. Sous-partitionnement. D'accord? Ça implique que les classes tilde 1 plus fin que tilde 2, ça implique que les classes de tilde 1
sous-partitionne les classes de type 2. Qu'est-ce que ça veut dire sous-partitionne? Ben, subdivise, quoi. J'aurais peut-être dû écrire subdivise que sous-partitionne, ça aurait été plus clair, d'accord? Donc, un exemple. Sur mon type 4, d'accord? Si je considère, bon, je prends un autre exemple. Si je considère un ensemble d'entiers avec des impairs, 1, 3, 5, 7, 9 et des paires 2, 6, 4, 8, 10. Alors, mes classes d'équivalence pour la parité, ça va être, j'aurais peut-être dû les écrire un peu différemment, ces classes. Ça va être 7, 3, 1, 9, 5 dans un cas. D'accord. Et pour l'autre, ça va être 2, 4, 6, 8. D'accord. Ça, c'est pour les classes pour paire impair. Maintenant, modulo 4, ça va subdiviser. J'aurai d'un côté 1, 5 et 9. D'accord. Je vais subdiviser ces deux classes. 1, 5, 9. Plof. Et de l'autre, 2, 6 et 8, 4. D'accord. 2, 6, il va être copain avec 2 et 6. Donc, je vais avoir 2, 6, 8, 4. 1, 9, 5, 3, 7. 1, 9, 5, 3, 7. Vous voyez que je suis passé des classes des paires aux classes des impairs en subdivisant, en rajoutant 2 barres. Donc, c'est pareil, en fait, tilde K plus 1, dans les tildes qu'on a vu, tilde K plus 1 est plus fin que tilde K. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a raffiné. On a raffiné on a rajouté des barres. Ok. Excusez-moi. Oui. Vous avez marqué tilde 1 plus fin que tilde 2. C'est pas l'inverse du coup? Tilde K plus 1 plus fin que tilde K. J'ai marqué ça où? Juste en Ah dessous. oui. Oui, c'est l'inverse. Je rajoute des barres à chaque fois. Plus fin, on rajoute des barres. Plus fin, on subdivise. On subdivise. Donc, en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est calculer une suite de relations de plus en plus fines. D'accord. Et en subdivisant à chaque fois. Et pourquoi est-ce que tilde K plus 1 implique tilde K? Parce que dans un cas, on considère que les mots de longueur K et dans l'autre, on considère un ensemble plus grand de mots. Donc, ça va restreindre. Plus on considère de mots, plus on met de contraintes sur le fait d'avoir le même futur. Le fait d'avoir le même futur avec les mots de longueur inférieure à K plus 1, c'est plus contraignant que d'avoir le même futur avec les mots seulement de longueur inférieure à K. C'est pour ça qu'au début, on a une contrainte minimale, juste finale, non finale, et plus on considère des mots plus grands, plus on rajoute des subdivisions. D'accord. Je n'ai pas démontré que quand je n'ai pas calculé tilde 3, je ne vais pas tout faire. Là. Je vous donne les leviers de compréhension, pour une compréhension plus fine. Et moi, quand j'ai dû enseigner ce cours, j'ai découvert, je connaissais déjà ce résultat, mais quand j'ai vu la démonstration, j'ai vraiment trouvé que ça valait le coup de le faire, quoi, parce que c'est. Bon, alors, il faut que je speed, il ne reste plus que 5 minutes. Là. Donc, comment construit-on directement l'automate minimal? C'est ça la grosse question. Je ne vais pas être en mesure de faire toutes les étapes comme je fais d'habitude, mais je vais vous expliquer le principe de la preuve de toute façon quand même. Donc, comment donc soit une expression rationnelle. Là maintenant, on veut construire directement un automate minimal qui reconnaît E et montrer qu'il est minimal. Donc, on considère une relation, on recherche toujours la relation avoir même futur. Une relation d'équivalence
enfin non, je vais mettre soit E, soit L, un langage reconnu, d'accord? C'est mieux. Je considère le langage directement, pas l'expression. C'est un peu pareil, mais bon. Un langage reconnu par un automate. Eh ben, je construis tilde L, une relation d'équivalence entre les mots. Ben, les mots de mon alphabet, hein, les mots de tous les mots possibles, d'accord? Sur sigma, d'accord? Sur un alphabet donné sigma. C'est toujours sous-entendu, je note toujours mes alphabets sigma. Hein. Tels que deux mots sont en relation. U est en relation L. Alors, je mets un indice L parce que la relation est construite à partir de L. Si et seulement si, U et V ont même futur. Ah, même futur pour des mots, ça veut dire quoi le futur d'un mot? Bah, de la même façon que le futur d'un état, c'est les mots qui mènent vers un final, le futur d'un mot, c'est les mots qui permettent d'arriver dans le langage. Le futur d'un mot U, c'est à partir de U, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour arriver dans le langage? D'accord? Donc, dans la littérature, ça s'appelle résidu, ça. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, résidu. C'est une sorte de division, en fait. C'est comme si on faisait L divisé par U. C'est pour ça qu'ils disent résidu. Moi, je préfère appeler ça futur parce que ça met bien en relation ce qu'on vient de voir avec les états et avec les mots. D'accord? Ça ressemble pas mal au futur d'un état. C'est-à-dire que le futur d'un état, on va regarder plus près, le futur d'un état, le futur qu'on a calculé, c'est ça qui fait la relation entre les deux, c'est égal au futur d'un mot qui mène vers cet état. D'un mot qui mène vers Q. C'est ça qui fait la relation entre d'un côté le futur d'un état, l'autre le futur d'un mot. Ça, c'est pas difficile à voir, mais je vais pas m'étendre là-dessus, il ne reste plus que quelques minutes. Donc, cette même notion de futur qu'on a exhibée qu'on a bien souligné comme étant centrale pour la minimisation d'un automate donné, parce que ce qui est important pour savoir si on peut fusionner les deux états, si deux états peuvent être fusionnés, c'est qu'ils ont le même futur. On peut la définir dans un contexte plus général, non plus sur les états d'un automate donné, mais sur tous les mots possibles. Et du coup, ça va plus dépendre de l'automate donné. Il faut bien comprendre que si on fait ça, on construit des objets à partir du langage lui-même, d'accord, indépendamment d'un automate quelconque. C'est ça qui est drôle, en fait. Et on va le faire en TD. Hein. On va faire ça en TD. On va calculer tilde L en TD. Et à partir de tilde L, tout s'arrange. Donc, j'écris ça. J'écris des trucs simples pour que vous puissiez suivre. D'accord? On construit tilde L à partir de L. C'est con. C'est un peu con de dire ça, d'accord? À partir de L directement, d'accord? Directement. Non, on calculera ça en TD, d'accord? On calcule ça en TD pour des langages simples, d'accord? Et là, on calcule, en fait, d'accord? Donc, on minimise pas, on exit, d'accord? On minimise pas, on construit directement. On construit directement. Alors, et qu'est-ce qu'on construit en fait? Eh ben, on construit tilde L et l'automate minimal, c'est presque le même truc. D'accord? Pourquoi? C'est presque équivalent à l'automate minimal. C'est équivalent en fait. Pourquoi? Parce que
l'automate minimal. Alors, le résultat de 10 000 neurones, c'est que si elle est reconnaissable, ça implique un tas de trucs sur tilde L, ça implique nombre fini, tilde L a un nombre fini de classe. Nombre fini de classe. D'accord. Donc, on construit un automate à partir de tilde L. C'est pas un phénomène bizarre avec mon zoom, là, je comprends pas bien. C'est pas grave. Tel que les états sont les classes de tilde L. Il y en a un nombre fini. État initial, c'est la classe de epsilon. Ça, c'est notre classe d'epsilon. État finaux. C'est classe telle que epsilon appartient à son futur. Et transition est définie par l'image d'un état qui est une classe de U par une lettre. C'est égal à la classe de UA. D'accord. Alors, il faut vérifier que ça ne dépend pas de U, d'accord? Je le fais dans le cours que vous avez, je le fais. Bon, je suis désolé, ça ne dépend pas de U. Je suis conscient que je vous ai... comment dire? Je suis conscient que vous avez du mal à suivre, là. Je vais un peu trop vite pour que vous puissiez suivre. Mais disons que, comme il y a un nombre de classes fini, on peut considérer les états comme des classes, parce que ce qui est important avec les états, c'est qu'il y a un nombre fini. D'accord? Après, l'état initial, c'est la classe d'epsilon. Les états finis, c'est les classes d'epsilon dans le futur d'un des mots des états. C'est pareil pour tous, en fait, c'est parce qu'ils ont tous le même futur. Puis après, il y a une fonction de transition qui relie les classes. Et bien, cet automate, il est... donc, on peut construire. Et il est minimal, unique, à un renommage près. Donc, on va le construire, cet automate. Est minimal. D'accord. Bah, il est unique puisqu'on l'a construit tel que, d'accord. N'importe quel automate, en fait, pour n'importe quel automate, A, on montre que tilde A est plus fine que tilde L. Et ça se montre assez facilement, en fait. D'accord. Et tilde A, c'est quoi? C'est relation entre les états. Relation entre états. Relation même future entre états. D'accord. La relation qu'on a vue tout à l'heure. C'est la relation qu'on a calculée avec la minimisation. C'est cette relation-là. Là. D'accord. Celle-là. D'accord. Celle-là, je l'appelle tilde A parce qu'elle dépend d'un automate donné. D'accord. On montre que tilde A est plus fin que tilde L, ça se montre super facilement. En fait, c'est juste des écritures
Alors, c'est rare, mais elle a l'air super compliqué, mais la démonstration, elle a un côté super simple parce que ça se fait en quelques lignes. C'est tout. Il y a une sorte de contraste dans ce résultat-là entre une difficulté apparente et une difficulté réelle qui est beaucoup moindre. D'accord. Mais vous vous rendrez compte de tout ça, en fait, quand on fera, j'espère, hein, en TD, d'accord. C'est quand même des notions que je vous demande d'intégrer. Bon, tranquille, je sais que c'est dur, donc je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça non plus, hein, mais ça vous fait prendre de la hauteur par rapport justement à l'état fini. Quand on fait des trucs plus compliqués, après les trucs simples paraissent vraiment simples. Bon, allez, je vous remercie, je m'excuse, je vous ai gardé un peu plus longtemps. Je vois mon groupe 1 là, et le groupe 2 passe avec mon collègue sur Collaborate. Voilà, je vous remercie, et puis à tout à l'heure pour mon groupe, et à la semaine prochaine pour les autres. Au revoir. Je sais pas ce qui m'arrive, là j'ai un truc. Allez, je vais prendre ma pause. Vous pouvez rester connectés les autres. Merci de me dire au revoir, ça me fait chaud au cœur. Au revoir, monsieur. Mais du coup, je pars. Du coup, je suis plus coach. Oui, partez, je vous en prie. Faut que j'arrête le. Oui, vous partez. Merci d'avoir fait le code, c'est gentil.